Bonjour Bertrand. Bonjour Xavier. Alors, après une nuit de prolongation un peu agitée à la COP28 de Dubaï, tous les pays du monde ont approuvé ce mercredi 13 décembre un appel qualifié d'historique à une transition pour sortir des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Oui, alors c'est d'abord toujours historique et il y a toujours le suspense de l'écriture de la décision finale ou de la déclaration finale parce qu'il faut une écriture qui corresponde qui soit très subtile pour correspondre à toutes les envies des différents États. Et là, effectivement, alors il s'est qualifié d'historique. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il est indiqué une trajectoire de sortie vers les énergies fossiles, hein. C'est subtilement écrit. D'ailleurs, il y avait des critiques là-dessus parce qu'on pouvait interpréter le texte de manière différente. Donc, ce n'est pas vraiment une sortie des énergies fossiles, c'est une trajectoire vers la sortie des énergies fossiles, etc. Et jusque-là, en fait, il n'y avait jamais eu ça au moment des COP. Et alors, on avait parlé à la dernière COP du charbon, mais toutes les autres énergies fossiles n'étaient pas indiquées. Donc, il y a cette trajectoire vers la sortie. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai noté tout ça, hein. Alors, il y a également des éléments sur le méthane. Tu sais que c'est le deuxième gaz dont on entend de plus en plus parler, euh, notamment parce qu'il est produit en partie par l'élevage. Et donc, c'est un gaz à effet de serre qui est plus puissant que le CO2, mais qui est beaucoup moins abondant quand même. Et donc, il y a un accord, enfin, le méthane est cité sans objectif chiffré. Donc voilà, il y a aussi, selon la ministre Pannier-Runacher, une victoire sur le nucléaire, puisqu'il y a une déclaration, tu te souviens, on en avait parlé sur la relance du nucléaire à l'échelle mondiale. Il y a 20 États, ou enfin une vingtaine en tout cas, qui avaient signé un texte là-dessus. Et puis il y a, j'allais dire malheureusement, le triplement des énergies renouvelables. Donc là, sur les énergies renouvelables, encore, si ça se traduit par une augmentation des éoliennes et des panneaux solaires, hein, d'abord, l'Afrique n'est pas prête de se développer, hein, elle peut attendre encore longtemps. Et puis, ça va poser un tas de problèmes environnementaux, comme on l'a déjà dit maintes fois, puisque ces solutions non seulement ne sont pas efficaces au point de vue énergétique, mais posent tout un tas de problèmes sur l'environnement. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce on l'a traité plusieurs fois, hein. Alors, ceci dit, dans les énergies renouvelables, il y a aussi, on en avait parlé, les barrages, l'hydroélectrique, hein, ce qui est une solution quand même qui est efficace même d'un point de vue énergétique, même si il y a un problème d'acceptabilité sociale puisqu'on va noyer des vallées, encore une fois. Donc voilà un peu l'accord. Bon, cet accord ne va pas changer grand-chose, comme on l'a déjà dit, hein, puisque les indicateurs de performance restent les mêmes et il n'y a aucune évolution visible sur les émissions, si ce n'est qu'elles augmentent toujours et qu'elles augmenteront probablement dans l'avenir. Et encore moins, il y aura de diminution du CO2 dans l'atmosphère, hein. On n'a jamais vu de baisse, donc voilà. Alors donc, le fait que ce soit qualifié d'historique, comme tu le disais, c'est quelque chose c'est un élément de communication en fait. Oui, bah, alors c'est historique parce qu'effectivement, il y a cette histoire d'énergie fossile où on a une trajectoire vers la sortie, encore une fois. Ça l'était pas avant, mais c'est toujours historique dans les mots, si tu veux. Ce qui est important, c'est pas les mots, ce sont les actions qui vont derrière, quoi. Or, encore une fois, cette sortie des énergies fossiles, hein, en Europe, on veut la faire d'ici 2050, hein. Je ne sais pas si tu imagines les efforts qui sont nécessaires pour réaliser cet exploit. Encore une fois, je le répète, c'est une crise Covid, selon Dieu, Jean Covici. C'est une crise Covid dont on a besoin tous les ans. D'accord? Hmm. Ça. Donc, je te laisse imaginer si c'est ce qui va être fait ou pas. En tout cas, c'est historique aux yeux du GIEC, puisqu'on a un expert du GIEC qui a reconnu que faire avaler en fait la décarbonation à des pays producteurs de pétrole, c'était un peu comme faire renoncer la France à la gastronomie et au cinéma. Donc visiblement, ils sont très contents de cet élément qui est presque un élément de communication décroissante. Oui, oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'est assez rigolo. En même temps, je pense que les pays producteurs sont pas dupes non plus. Il y a quand même une telle déclaration n'est pas contraignante en fait. Bon. Donc c'est toujours du conditionnel. Et puis une trajectoire vers la sortie, en combien de temps on sort? En quelques années ou quelques centaines d'années? Voilà. Alors, c'est une transition toute trouvée, puisque tout à l'heure, tu parlais des énergies renouvelables. On a assisté à quelque chose d'intéressant ces derniers jours, c'est Oui, le démantèlement d'un parc éolien. Alors,
un parc éolien qui avait été contesté par évidemment de nombreux riverains qui s'étaient montés en collectif et en association, au motif que ça les dérangeait, mais aussi au motif que ça tue des oiseaux. Donc, on a une décision de justice qui a enjoint le constructeur à démanteler son parc. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? C'est une victoire en fait pour les anti-éoliennes, mais qu'est-ce que ça sous-tend? Alors oui, alors c'est une décision de démanteler alors je crois ils ont quand même 15 un peu de mois. temps, 15 mois, voilà. Il faut un peu de temps, évidemment, pour démanteler des éoliennes. Sauf que j'ai cru comprendre, parce que comment dire, cette affaire est en justice depuis longtemps. Ça traîne, ça va devant tout un tas de tribunaux différents. Et donc, il est possible là que l'affaire au niveau juridique ne soit pas terminée, puisque j'ai l'impression qu'il y a encore des actions possibles. Et en tout cas, et la décision de la Cour d'appel est de le démantèlement, parce qu'il y aurait eu une étude d'impact insuffisante, notamment puisqu'elle n'a pas considéré que l'implantation des éoliennes se faisait sur un territoire d'un couple d'aigles royales. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un oiseau, enfin tout le monde connaît l'aigle, hein, mais il y a plusieurs aigles. En tout cas, c'est un oiseau qui vit oui, au sud du Massif central un petit peu, puis surtout dans les Alpes. Et donc, il y en a un qui a été retrouvé mort sous une éolienne de ce parc-là, notamment. Et j'ai l'impression qu'il y en a eu deux, et puis même, il y a eu 1 000 oiseaux, par an en tout cas, qui sont tués, dont un vautour moine aussi, qui est une espèce qui a été réintroduite dans le sud de la France, qui est une espèce assez rare, même si elle est en progression de façon assez importante, en fait. Et donc, il y a ce démantèlement qui est prévu. Donc, on est plutôt content, disons, parce que les éoliennes, encore une fois, nous, on est à fond contre, et on encourage toutes les associations à lutter contre ça, notamment parce que c'est une très mauvaise solution énergétique, et c'est ça le premier point. Mais moi, je dis toujours, je le redis, on en a parlé, Xavier, la dernière fois, enfin, dans une de nos vidéos, c'est une décision aussi à double tranchant. On est content parce que ça concerne des éoliennes. Maintenant, l'argument biodiversité, il peut être utilisé pour empêcher tout projet de développement, si tu veux. Et c'est ça, moi, dont j'ai peur, même si je suis un grand défenseur des oiseaux et de la nature en général, c'est que j'utilise aussi en tant que citoyen des infrastructures. Toi aussi, des routes, et on a besoin d'entrepôts parce que voilà, il y a des livraisons qui se font chez chacun d'entre nous. Et donc, l'économie a besoin aussi voilà, d'espaces de développement. Et donc, l'argument biodiversité et espèces protégées peut être utilisé aussi de nombreuses fois parce que tu as toujours des espèces protégées, quel que soit l'endroit où tu t'implantes, hein. C'est très facile de trouver une espèce protégée. Et si on se met comme ça à chercher systématiquement la moindre espèce protégée, etc., et qu'on a une lecture euh, très dure, eh bien, si tu veux, il y a un potentiel d'empêcher l'économie, enfin d'empêcher le développement économique ou de le freiner, si tu veux, et de faire que on devienne un enfer administratif. Moi, c'est ce dont j'ai peur un petit peu, quoi. Mais est-ce qu'on peut y voir quand même un recul de l'éolien? Parce qu'on a certains experts de la question fervents anti-éoliennes qui se réjouissent en fait de voir que le secteur éolien est en difficulté. Alors il y a ces histoires de démantèlement, il y a le fait aussi que la filière a du mal à recruter des techniciens de maintenance et il y a un ras-le-bol de Mhm. plus en plus exprimé par les populations alentours des parcs éoliens, que ce soit du terrestre ou du maritime. Est-ce que on voit quand même quelque part un affaiblissement de l'éolienne en général? Oui, alors c'est ce que dit par exemple Fabien Bouglet, qui est assez manifestement optimiste sur l'avenir, c'est-à-dire qu'il pense que c'est plus ou moins la fin de l'énergie éolienne. Maintenant, moi, je me méfie parce qu'il y a des décisions du gouvernement, encore une fois, qui prévoient de multiplier les aérogénérateurs, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et donc, c'est ça la difficulté dans laquelle on est, c'est que oui, il y a des signes positifs pour que cette solution, qui n'en est pas une, se ralentisse ou soit arrêtée, mais en même temps, j'ai des projets en face qui disent le contraire, hein. Et donc, bon, moi là-dessus, personnellement, je ne sais pas ce qui va en être dans les années à venir. Je sais qu'il faut se mobiliser contre cette énergie, ça c'est sûr. On a un autre sujet d'actualité dont tu voulais parler, c'est la question de Sainte-Soline qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, puisque ça nous rapproche aussi de la question des soulèvements de la Terre. On en a beaucoup entendu parler pour toutes les manifestations et la casse et la violence qu'il y a eu autour de la question des méga-bassines. Alors, il y a eu du nouveau là-dessus. Oui, parce qu'en fait, alors,
Disons qu'il y a un argument, et ça fait un lien avec ce qu'on vient de raconter sur la biodiversité. Si tu veux, Sainte-Soline, c'est quand même un peu différent que les éoliennes. Nous, on n'est pas forcément contre le développement de bassines ou de méga-bassines, parce que c'est une solution pour les agriculteurs en cas de sécheresse. C'est on entend beaucoup parler des problèmes d'eau, et donc l'idée est quand même de stocker de l'eau au moment où elle est abondante, c'est-à-dire en hiver, pour pouvoir l'utiliser ensuite sur les cultures. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs des gros agriculteurs là-bas à Sainte-Soline qui vont utiliser cette eau. Et donc, bon, évidemment, ça prend un certain territoire. euh, mais moi, je serais association, j'essaierais, pourquoi pas, d'essayer de voir comment ces méga bassines peuvent être favorables à la biodiversité, puisque beaucoup d'associations disent que on a perdu énormément de zones humides, par exemple. Et donc, on peut imaginer qu'on puisse aménager autour de la méga bassine ou autour d'une bassine des zones favorables à la biodiversité, faire en sorte que la bassine soit construite différemment pour qu'on puisse favoriser, encore une fois, certaines espèces. Donc voilà, il y a un contexte où c'est beaucoup moins contestable que l'énergie éolienne, si tu veux. Mais ce qui est intéressant de regarder là, c'est qu'il y a un nouvel argument qui arrive, qui est un argument qui est similaire à celui des éoliennes et qui parle cette fois non plus de l'aigle royal, mais de l'outarde canepetière. L'outarde canepetière, c'est un oiseau assez, je veux dire, peu connu, mais qui était plutôt abondant en France il y a une centaine d'années. En tout cas, c'est ce que rapporte un certain nombre de chroniques ornithologiques, même s'il y a des incertitudes là-dessus. Et c'est une espèce, oui, qui est en diminution et qui a un noyau de population vers la zone de Sainte-Soline. Et aujourd'hui, les associations là-bas sont en train d'utiliser l'outarde pour faire en sorte que Sainte-Soline ou les mégabassines ne se fassent pas. Et donc voilà, tu vois un exemple là d'un projet économique, parce que derrière c'est un projet économique qui va être percuté par un enjeu environnemental qui est de la biodiversité. Est-ce que c'est à bon escient? Je ne sais pas. Ça, je me dis que voilà, moi j'adore les outardes canepetiques. Personnellement, je suis pour qu'on les protège. Mais voilà, c'est toujours un peu délicat parce que, voilà, enfin, je ne vais pas me répéter, mon argument, je pense qu'il est assez clair, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. C'est ça au départ. Sinon, on ne va plus pouvoir vivre ou les gens pourront plus rien faire sur le territoire, quoi. Donc voilà, c'est un double tranchant. Et je dirais aussi que l'outarde canepetière, contrairement à souvent ce qui est dit, en fait, est une espèce qui est en expansion. En fait, il y a un noyau de population dans cette zone-là, où il reste 300 couples, 300 mâles chanteurs, je crois, donc 300 couples, a priori. Et donc, mais il y a une autre zone où aussi elle est très présente, c'est le sud de la France, où là, elle est en expansion de façon importante. Elle a multiplié par deux ses effectifs en 15 ou 20 ans, je crois, et elle continue d'augmenter. Donc, elle se porte très bien dans le sud de la France. Ça, personne ne le dit jamais. Bien sûr, on oublie tout ça. Là, j'ai lu l'article de France Info avec plein d'erreurs à l'intérieur, puisque comme d'habitude, quand on parle de choses qu'on ne connaît pas, on a tendance à dire des conneries. Donc voilà, il y a cette décision. Donc l'outarde canepetière risque d'avoir raison de Sainte-Soline, quoi. Donc voilà comment peut-être va se terminer l'affaire, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, toutes les questions que ça pose. Donc, l'outarde canopetière plus forte que les cocktails Molotov des soulèvements de la Terre, quoi. Oui, en tout cas, les cocktails Molotov ont fait une alliance. C'est une alliance de la beauté et de la destruction. Tu vois, la beauté sert à protéger. Oui, je ne sais pas comment ça va finir. Oui, c'est très étrange. Mais encore une fois, voilà, je suis circonspect. On a le Ouais. droit de ne pas donner tu vois, d'avis définitif sur toutes ces questions-là. Il faut se poser les questions.